Bon allez, c'est parti. Voilà, un petit mini-show, mais alors rapide, enfin rapide, j'en sais rien parce que j'ai plein de choses à vous raconter. D'abord, bon, les dernières nouvelles du bouquin. Alors, voilà, j'ai un modèle de couverture. Déjà, 4e de couverture avec un petit texte, une photo et tout. Donc, bah ça avance. J'en suis à 280 pages. Bon, je vais réduire un peu, là je recoupe un peu, 200, ça va peut-être faire 200, 250, quelque chose comme ça. Mais alors, j'explique tout sur la monnaie, sur le crédit, sur la dette. Et puis alors, je vais peut-être rajouter un petit chapitre pour la fin, pour la conclusion, parce que j'ai découvert David Graeber. Voilà ce bouquin-là extraordinaire qui s'appelle Debt, the First 5000 Years. Dette, les premières 5000 années. C'est hallucinant. Et donc voilà, il y a en ce moment plein de gens dans le monde qui réfléchissent et qui se posent des questions sur la nature de l'argent, la nature du crédit, la nature de la dette, la nature de la monnaie. Bon, et donc ça fuse de partout parce que on se rend bien compte que ça tourne pas rond, que ça va pas, qu'il y a de plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres, qu'il y a un système qui est complètement prédateur, qui permet à des gens de s'enrichir en dormant toute la nuit, et il y en a d'autres qui sont obligés de travailler toute leur vie et ils n'arrivent pas à mettre un sou de côté. Donc il y a plein de choses qui vont pas. La dette des pays du tiers-monde qui est impossible pour eux à rembourser et qui sont obligés de rembourser sous forme de ressources qui finalement reviennent gratuitement dans les pays riches qui leur ont eux-mêmes prêté de l'argent pour faire pour rien faire, pour les endetter simplement, pour les esclaves, pour les asservir. Donc voilà, tous ces processus-là, y compris la dette de la Grèce, parce que la dette de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie, bon, de la France, tout ça, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on est comme des fourmis dans une fourmilière qui viendraient de recevoir un coup de pied, et c'est la catastrophe, tout s'écroule, et puis bon, on sauve ce qu'on peut, on prend les œufs, les bébés, on les cache, on essaye de se débrouiller, on échange des choses, on fait du troc, on crée des systèmes d'échange locaux, etc. Mais on voit bien qu'on s'en sort pas, on voit bien que c'est dans la structure même de la société mondiale, c'est dans la structure même de nos cerveaux qu'il y a quelque chose d'incompris, qu'il y a une incompréhension majeure à propos de la nature. Alors je vais même pas dire de la monnaie, je vais dire de la vie, des échanges qu'on a besoin de faire. Parce que ce qui est fondamental à comprendre, c'est que la monnaie, c'est juste un moyen. Comment on fait pour rester en vie? Comment on fait pour vivre? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut être autonome, se débrouiller complètement tout seul, vivre en autarcie? Oui, c'est possible dans des conditions très difficiles. Ça suppose de passer à environ 12 heures par jour uniquement à travailler pour sa propre survie, pour sa sécurité, pour ses besoins alimentaires. Donc pour améliorer sa vie, on a besoin des autres. On peut pas s'en sortir, c'est comme ça. On a besoin d'échanger, on a besoin c'est-à-dire qu'on a besoin de la division du travail. Bon, c'est vrai. On a besoin que nous, on apprenne à faire quelque chose bien et qu'on fasse surtout ça, ce qui fait qu'on devient efficace là-dedans. Et tout le monde, les autres, ont besoin de faire pareil. Ce qui fait que, bon, moi je fais un truc bien, comme je vais y arriver de mieux en mieux, je vais pas passer beaucoup de temps à le faire. Je vais passer beaucoup moins de temps à le faire que si vous le faisiez alors que vous n'y connaissez rien. Bon, donc forcément, je vais produire plus de ces choses-là que mes besoins propres, que ce dont j'ai besoin. Donc je vais pouvoir vous en donner un peu. Et vous, en face, vous allez faire exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle le principe de la division du travail. On se perfectionne, on s'améliore, on devient plus efficace et ça permet d'échanger. Et tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant puisque, voilà, moi je vais passer moins de temps à faire ce que vous savez bien faire et réciproquement. Bon, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. La question c'est comment on se passe nos trucs? Comment on les échange? Et comment on sait si je t'en ai donné trop ou si c'est toi qui m'en as donné trop? Comment on tient nos trucs? Alors, quand on se connaît bien, quand on est tous dans le même village et qu'on est voisins, il n'y a pas de problème, on sait que lui il fait tel truc, voilà, il est forgeron ou maçon, il me donnera un coup de main, il me filera un outil, et moi je sais que je suis, je sais pas, agriculteur ou médecin, et donc quand il aura besoin, je le soignerai ou je lui donnerai des légumes, voilà. Donc on se connaît, donc on a confiance, donc on se donne des trucs, on s'en fout puisqu'on sait que l'autre il est là à côté. Bon, ça marche. Et alors, ce que dit David Graeber, c'est que ce que je viens de dire là, s'échanger des dons, se donner des choses parce qu'on se connaît, c'est le processus naturel.
C'est pas le troc, le processus naturel. C'est pas aller voir un voisin en lui disant je voudrais bien une vache, je vais te donner 47 concombres. Non, c'est pas ça. Le voisin, on lui dit oh, dis donc, ça serait pas mal que j'ai une vache, dis donc, c'est sympa d'avoir une vache, elle me brouterait ma pelouse, je pourrais avoir un peu de lait de temps en temps. Bon, si on se connaît vraiment, le gars il va réfléchir et puis il va dire bon bah je lui donne une vache puisque lui il fait des légumes donc il me donnera bien un jour des légumes en échange. Et évidemment, je lui donne des légumes autant qu'il veut puisqu'il va donner une vache. Donc le truc naturel, c'est pas d'aller voir le voisin et de lui échanger sa vache contre quelque chose tout de suite pour l'avoir, pour la posséder. Non, c'est de créer un flux, de créer en quelque sorte un déséquilibre permanent qui va faire que il va donner un peu plus. Oh, le mois dernier, attention, il faut que je lui en donne un petit peu, il faut pas que je reste endetté entre guillemets envers lui. Donc la dette, finalement, c'est un moyen de stabiliser et de solidifier la relation avec les autres. C'est ça, c'est quand il y a un petit déséquilibre dans la nature et dans la quantité, dans la qualité du don, on sait, et vis-à-vis de la communauté, qui le sait aussi, on se sait redevable envers les voisins. Donc, on produit, on fait des choses, on produit de la richesse, parce qu'on sait qu'il va falloir qu'on les donne aussi, et que c'est normal. Voilà. Donc, le terme de monnaie a usurpé cette fonction-là. La fonction monétaire est venue prendre la place de ce processus naturel. Voilà ce qui s'est passé historiquement. C'est ce que nous dit David Graeber. Et c'est un anthropologue, hein, donc c'est pas un rigolo. Il a écrit un bouquin de presque 500 pages. Donc il a passé des années à travailler là-dessus. Je vous mettrai les liens. Il a fait une vidéo, etc. pour expliquer un peu son bouquin. Et donc c'est une recherche. Si vous voulez, c'est quelque chose que on peut comprendre. Qu'on peut comprendre instinctivement parce qu'on l'expérimente quand on est en liberté, quand on est avec des voisins sympathiques et qu'on n'a pas de contraintes, ni de contraintes réciproques, ni de relations hiérarchiques. Ça se met en place tout seul, donc on le sait, on le comprend ça. Alors pourquoi est-ce que la monnaie a usurpé ce processus tout à fait vertueux et naturel ? Il semblerait, d'après les recherches de Graeber, qu'à un moment donné, il y ait des gens, peut-être plus violents que les autres, peut-être plus effectivement cupides que les autres, et donc qui se sentaient moins en sécurité que les autres, qui, je ne sais pas, par leur caractère, se sentaient moins supportés, entourés que les autres. Eh bien, ils ont eu l'envie et ils ont fait la démarche d'aller prendre ailleurs, de s'étendre. Ce sont devenus des guerriers, bon, c'était très certainement des gens très courageux, qui ont conquis des territoires. Et là, évidemment, quand on conquiert des territoires, on se trouve face aux habitants de ces territoires et on est bien obligé de les soumettre. Et donc le processus d'usurpation des échanges naturels, il s'est fait par un processus d'asservissement. Voilà, c'est apparemment ce qui s'est passé. Et donc ce qui a poussé le prince pour tout simplement rémunérer ses soldats, rémunérer son armée, rémunérer les outils de sa domination, qui ne pouvaient pas bénéficier évidemment du système d'entraide et du système d'échange de dons local sur les régions qu'ils avaient soumises. Évidemment, tu vas pas donner des poulets à un soldat, un mec plein de fusils et plein de sabres qui viennent tuer ta famille pour te prendre ta baraque. C'est sûr, tu vas pas avoir envie d'échanger des dons avec lui. Donc le système, il est très simple, très pernicieux et invisible. Par la violence, on distribue de la monnaie, de la monnaie matérielle à ces soldats, et comment on l'impose à la population ? Eh bien on dit à la population, bon, voilà comment ça va marcher maintenant, nos soldats, ils ont des petites rondelles en ferraille, quand ils vous en donneront une, faudra leur donner à bouffer. Voilà, c'est ça le truc, c'est archi simple.
Et les paysans vont dire, ah non, 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 c'est bon, vous nous avez déjà tout pris, nous, faut qu'on refasse nos jardins et tout, on va pas travailler pour tes gars, c'est pas possible. Ah ben oui, mais alors là, il y a un phénomène, comme on domine, comme il y a une relation de hiérarchie violente, bah, il suffit de dire aux gens, ah oui, mais attention, nous on va passer tous les mois ou tous les ans, et les petites pièces là, oui, bon, c'est vrai que ça n'a pas grande valeur, mais ça on le dit pas, les petites pièces, il va falloir les redonner, il va falloir les rendre à l'État. Ah bon, pourquoi ? Parce que si vous les rendez pas, on vous prend votre maison, on met des soldats dedans à la place. Alors là, comment faire ? Comment faire ? Le paysan, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, vous me prenez ma maison ? Vous me mettez en prison si je vous rends pas les rondelles en ferraille ? Ah oui, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, on est chez toi, on domine. Bon, t'as qu'à faire ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Et le paysan dit, ok, pas de problème. On y va. On a mis en place la monnaie, on a mis en place l'impôt, et on a mis en place la domination. Et on a mis en place la dette. Parce que, évidemment, les gens, ils n'ont pas des petites rondelles. Ils peuvent pas en avoir beaucoup. Parce que ça crée un marché. Le fait que les rondelles soient imposées, ça va faire que tout le monde va être obligé de s'en servir. Parce que tout le monde va avoir besoin d'en rendre au prince. Oh, nom de Dieu, quelle trouvaille! Et donc voilà, d'après Graeber, mais je souscris à cette analyse, parce que bon, ça va faire maintenant 3 ans que je réfléchis là-dessus et que je vais dans toutes les directions possibles. Et donc là, c'est assez cohérent comme explication. Donc quel intérêt pour nous maintenant? Eh bien, l'intérêt pour nous, c'est que on peut conclure de tout ça, si tout cela est vrai, si on le vérifie, si on l'expérimente, si on le ressent, on peut conclure de tout ça que l'émergence de la monnaie, l'émergence de la dette a quelque chose qui repose sur une structure pyramidale et hiérarchique de la société, dans laquelle certains ont le pouvoir d'imposer des décisions à d'autres, dans lequel un petit nombre a le pouvoir, par la violence, par la contrainte, d'imposer ses modèles et son modèle de société et d'économie à une majorité de gens qui, eux, n'en ont pas les moyens. Voilà. Et je pense qu'on en est là. Et je pense que le fait que Internet existe, que tous ces livres-là existent, que des gens comme moi ou comme des milliers d'autres fassent toutes ces analyses-là que je viens de vous expliquer, eh bien ce fait-là va nous permettre à nous tous, en tant que population, en tant que groupe humain, en tant qu'humanité, petit à petit, ça va prendre des années, des décennies, peut-être des générations, mais petit à petit, nous allons prendre conscience de la différence entre l'asservissement et la liberté, de la différence entre la monnaie, la dette et l'échange naturel que la confiance nous permettrait si nous nous connaissions et si nous n'étions pas soumis à des contraintes. Donc tout ça va nous permettre à nous tous, en tant qu'humanité, de comprendre notre démarche, de comprendre notre cerveau économique et humain, de prendre conscience de tout ça, et non pas je dirais même pas de le changer, ni de le renverser, mais tout simplement de vivre différemment. Le fait d'élever nos enfants différemment, le fait de vivre nous-mêmes différemment, en comprenant, en ayant conscience de tout ça, va permettre inéluctablement, petit à petit, de faire évoluer l'ensemble de nos communautés, l'ensemble de nos sociétés vers moins de contraintes, plus de liberté, plus d'entraide, plus de nature, plus de respect. Voilà. C'est tout ce que j'espère en vous parlant tout le temps, à chaque fois que je vous parle. C'est tout ce que j'espère en écrivant ce livre. C'est tout ce que j'espère en venant chez vous bientôt, si vous m'invitez faire des conférences à propos de tout ça chez vous, dans vos villes, dans vos villages, dans vos régions, et dans vos pays, pourquoi pas. Et donc voilà.
on continue, on poursuit la réflexion, on est très nombreux, et donc tout ce que je peux vous dire, c'est parlez-en. Voilà, parlez-en autour de vous, parlez-en en famille, posez-vous des questions, voilà, qu'est-ce que c'est que le crédit, d'où vient l'argent, voilà, tout ça. Donc à très bientôt, c'était un petit coucou de fin de vacances et presque de rentrée, donc à très bientôt, je vous embrasse tous, ciao ciao, à la prochaine fois.